Bonjour, bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Merci de rejoindre Révolution 2.0. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, mais également de vous abonner, et cela pour le référencement, mais aussi pour agrandir notre communauté. Notre rencontre aujourd'hui va porter à la fois sur la manipulation psychologique, mais également sur, globalement, l'histoire de la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny à Alassane Dramane Ouattara. Qui nous fasse confiance. Le chien à bois. Mais la caravane de Côte d'Ivoire, une caravane de paix, d'amour, de fraternité réelle passera. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés. Le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. Il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. Des compatriotes justement du Grand Nord ont un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et justement, ils sont en train de faire circuler un document volumineux qui s'appelle la Charte du Nord. Alors, je voulais savoir comment le Premier ministre s'est défini par rapport à ce projet. Et une question subsidiaire, dans la mesure où les auteurs de la charte disent que si leur frère Ouattara réussit la mission que le chef de l'État lui a confiée, pourquoi ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du président Houphouët-Boigny? Alors, Alassane Ouattara est-il partant pour la succession du vieux? Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? Peut-on évoquer l'histoire de la Côte d'Ivoire sans parler, bien évidemment, du rôle éminent et important qu'aura joué Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, mais également celui qui a dirigé d'une main de fer pendant plus de 3 décennies ce géant de la sous-région ouest-africaine. Alors, parlant de Félix Houphouët-Boigny, je m'en vais juste pour planter le décor, afin qu'on puisse bien comprendre justement la thématique que nous développons aujourd'hui, vous lire quelques lignes, notamment de ce que Wikipédia dit de l'homme. Alors, parlant de Félix Houphouët-Boigny, on dit partisan d'une relation spéciale avec la France qu'il qualifie lui-même de France-Afrique. Il est un puissant relais de Paris en Afrique, tout en étant un habile manipulateur de la classe politique française pendant ces 30 années de présidence, s'appuyant notamment sur les réseaux d'influence d'un certain Jacques Foccart, proche du général de Gaulle. Il permet notamment à la France de garder, entre les influences des États-Unis d'Amérique et de l'ex-Union soviétique, le contrôle de son précaré pendant la guerre froide, tandis qu'il se taille ainsi une place toute particulière sur la scène africaine, notamment en Afrique francophone et dans le golfe de Guinée.
le décor est planté. Ainsi donc, Wikipédia présente de façon plutôt succincte Félix Houphouët-Boigny, encore une fois, celui qui aura présidé à la destinée de la Côte d'Ivoire pendant plus de 3 décennies. L'avènement de la démocratie a donc sonné pour la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny, finalement, n'avait plus l'aura et la puissance qu'il avait durant toutes ces années de règne. Les contestations populaires étaient extrêmement fortes, sans compter, bien évidemment, les créanciers de la Côte d'Ivoire qui, encore une fois, là aussi, lui mettaient la pression. Du coup, évidemment, la question qu'on se pose, est-ce que le fait que Félix Houphouët-Boigny ait imposé Alassane Dramane Ouattara à la Côte d'Ivoire en demandant aux Ivoiriens d'avoir confiance à cet homme qui jusque-là était méconnu de toute la Côte d'Ivoire, est-ce que cet acte-là fut un acte de pure naïveté, ou alors est-ce que Félix Houphouët-Boigny était tout à fait conscient de l'acte qu'il posait en choisissant ainsi Alassane Dramane Ouattara, à savoir que finalement, Ouattara lui-même n'allait que être une forme d'extension de Félix Houphouët-Boigny bis, même si dans la forme, les méthodes de gouvernance n'étaient pas les mêmes, mais en tous les cas, dans le fond, la Côte d'Ivoire restait donc ainsi dans le giron de ce qu'on a appelé donc le précaré français. Et puis des années plus tard, on a vu évidemment ce qui s'est passé. Alassane Dramane Ouattara, le premier acte qu'il pose alors que le corps de Félix Houphouët-Boigny n'est pas encore sous terre, c'est la violation de la constitution ivoirienne dans son esprit et dans sa lettre. Une constitution qui, à cette époque-là, au début des années 90, stipulait bien qu'en cas de vacance de pouvoir, celui qui notamment devait assurer l'intérim du pouvoir en vue d'élections présidentielles n'était autre que le président de l'Assemblée nationale. À cette époque, évidemment, le président de la dite institution n'était autre que Henri Konan Bédié. Et là, le premier acte qui certainement est passé sous silence, probablement que les Ivoiriens n'ont pas, dès cet instant-là, pu se faire une véritable définition du profil d'Alassane Ouattara, parce que finalement, Alassane Ouattara lui-même s'est opposé fermement à l'application de cette constitution-là, voulant outrepasser à la fois l'esprit et la lettre de la dite constitution pour assurer l'intérim à la suite du décès de Félix Houphouët-Boigny, alors qu'il n'était que Premier ministre. Dès cet instant-là, la Côte d'Ivoire devait sombrer dans le chaos. Alassane Dramane Ouattara, finalement, a procédé à la fois par des divisions au sein de l'ex-parti unique qu'est le PDCI-RDA, d'autant qu'à part le FPI de l'époque de Laurent Gbagbo, tous les autres partis politiques, majoritairement, étaient quand même des tentacules issus de l'ex-parti unique qui était le PDCI-RDA. De fait, il y a eu donc des divisions, des manipulations, voire même des assassinats, et le tout avec l'aide, bien évidemment, de la France et de ses médias. Et c'est là où intervient justement le concept de la manipulation mentale, si ce n'est la manipulation psychologique. Au fil des ans, les troubles à l'échelle politique étaient, monnaie courante. Il y avait le clan, finalement, d'un certain Alassane Dramane Ouattara, et puis le clan des autres. Dans la foulée,
évidemment, la Côte d'Ivoire a dû inscrire son nom sur la liste sombre des pays du continent africain de façon générale et de l'Afrique dite francophone en particulier, sur la liste donc de ces pays ayant connu des coups d'État. Le premier coup d'État de la Côte d'Ivoire est intervenu, un peu comme par hasard, en 1999 donc, et contre qui? Contre le régime de Henri Konan Bédié, souvenez-vous, je le disais tantôt, celui-là même, dont, on va dire, l'intérim était déjà menacé par Alassane Dramane Ouattara. Et même si officiellement Alassane Ouattara n'a pas revendiqué une part active dans la perpétration de ce coup d'État-là, fait par quelques militaires. On va en parler au fur et à mesure de notre rencontre. Mais toujours est-il que finalement, les soupçons qui pesaient sur lui étaient assez lourds, d'autant qu'on va le voir. Après ce coup d'État de 1999, je vous épargne toutes les autres étapes du chaos ivoirien pour finalement arriver au 19 septembre 2002. Et là, curieusement, qui est-ce qu'on retrouve encore une fois dans d'abord ce qui était au départ une tentative de coup d'État avant de devenir une rébellion armée sanglante, les mêmes auteurs, les mêmes individus qui ont été à la manœuvre pour orchestrer le coup d'État de 1999 contre le régime d'Henri Konan Bédié, ces derniers-là, on les retrouvait encore une fois en 2002 contre cette fois le régime de Laurent Gbagbo. Là encore, Alassane Dramane Ouattara, officiellement n'a pas de part active dans ce énième chaos de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, en termes de manipulation psychologique, les médias france-africains, le rôle des médias amplificateurs de la doctrine de la pensée unique véhiculée par la France métropolitaine, pays colonisateur et ses élites, si ce n'est son oligarchie, ces médias-là qui avaient et ont, dans une certaine mesure, toujours pignon sur rue dans cette partie du continent africain, ont vite fait justement d'attribuer tous les torts à l'État de Côte d'Ivoire, un État qui finalement était dirigé par Koudou Laurent Gbagbo. De fait, l'armée républicaine de Côte d'Ivoire, comme cela se fait dans tous les pays normalement constitués à l'échelle de la planète, où l'armée est là pour à la fois défendre l'intégrité du territoire, la souveraineté du territoire en cas d'attaque extérieure et intérieure. L'armée de Côte d'Ivoire, donc, n'a fait que défendre les institutions ivoiriennes et pourtant, on a entendu un narratif, justement, de propagande, on va dire de manipulation psychologique de la part de ces masses médias français-là qui présentaient plutôt l'armée ivoirienne comme une milice au service de Laurent Gbagbo, tandis que les rebelles, eux, étaient plutôt, on va dire, des, entre guillemets, des bienfaiteurs qui venaient pour rétablir un ordre qui aurait permis de créer la justice, d'autant que, comme le disaient les rebelles eux-mêmes, il y avait donc cette injustice entre les populations du Nord et celles du Sud. Être musulman en Côte d'Ivoire était une catastrophe. D'ailleurs, Guillaume Soro lui-même disait qu'il ne pouvait pas porter de boubou dans cette Côte d'Ivoire de l'époque. Bref, on présentait tantôt Alassane Ouattara qui avait été mis sur un piédestal et présenté aux Ivoiriens comme le messie de la finance, le démocrate, le technocrate.
eh bien, l'homme des réseaux d'influence qui aura redressé eh bien, plus d'une centaine de pays à l'échelle de la planète, celui-là qui était immensement riche et qui ne venait pas finalement en Côte d'Ivoire briguer la présidentielle pour se faire de l'argent, parce que l'argent, il en avait déjà, plutôt pour mettre son expertise au service de la Côte d'Ivoire. Tantôt, le même Alassane Ouattara était présenté par eh bien, les mêmes mass-médias français comme étant une victime parce que du Nord, parce que musulman, quelqu'un dont on refusait de reconnaître la nationalité, et finalement celui pour qui était né le concept de l'ivoirité. C'était un narratif qui a fini par avoir un certain écho dans plusieurs pays de la sous-région africaine, à majorité musulmans, ayant une forte population étrangère qui a émigré en Côte d'Ivoire même. Ainsi donc, il était beaucoup plus facile pour les populations de la région, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal, et j'en passe, d'épouser cette thèse-là selon laquelle, eh bien, Alassane Ouattara, le messie de la finance, était victime de sa religion et surtout de ce qu'il était du nord de la Côte d'Ivoire. La suite, vous allez le voir, eh bien, ce sont des acteurs politiques qui sont entrés dans la danse. Depuis lors, le sommeil des Ivoiriens est plutôt troublé. Regardez. Je souhaite que la situation s'améliore dans le cadre de l'accord politique qui a été accepté et signé à Paris. Je demande naturellement au président Gbagbo de faire en sorte que son engagement soit respecté, je n'en doute pas. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Ni les chars de M. Gbagbo, ni ces balles ne pourront nous dissuader de renoncer à notre droit plein. Nous rejetons purement et simplement cette idée de comité d'évaluation. Nous connaissons bien M. Laurent Gbagbo, c'est une stratégie pour pouvoir gagner du temps, importer des armes avec des mercenaires et des miliciens pour tuer des honnêtes citoyens. Tout a été fait pour que la diplomatie et le dialogue nous amènent à trouver une solution définitive. Puisque cela n'est pas le cas, peut-être que Laurent Gbagbo reviendra à de meilleurs sentiments tout à l'heure, mais si ce n'est pas le cas, bien entendu, la CEDEAO utilisera tous les moyens, y compris la force légitime, comme ils l'ont dit, pour que le président élu que je suis puisse s'installer dans mes fonctions de manière pleine et entière et travailler pour les Ivoiriens. Ce n'est pas à nous de donner un ultimatum, c'est à la CEDEAO. La totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élection pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan d'hier, c'est un scandale. Et la manipulation psychologique dont on parle n'est pas que l'affaire finalement des médias, c'est l'affaire de plusieurs réseaux tentaculaires dans lesquels finalement chaque individu, selon son profil, a un rôle bien établi en termes de manipulation psychologique. Là encore, il faut bien comprendre que pour à la fois l'oligarchie française et les masses médias de la France qui arrosent H24, eh bien, tous ces États-là à longueur de journée, dont on ne sait même pas s'ils payent des taxes
c'est un autre débat, eh bien, au final, on aura présenté Laurent Gbagbo et ce qu'on a appelé le camp Gbagbo comme étant auteur de tous les massacres perpétrés durant toute cette crise-là. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour ces mass médias et finalement, on va dire, leurs spécialistes en enfumage, si j'ose dire, dans le cadre des stratégies de manipulation psychologique, on a vite fait d'omettre le fait que la crise en Côte d'Ivoire n'a pas débuté en 2011, mais bien le 19 septembre 2002. Ne pas le dire, c'est évidemment soustraire à la rébellion tout le rôle qu'elle aura joué et tous les rôles et tous les massacres qui sont antérieurs justement à cette année de 2010, d'autant que de 2002 jusqu'à 2010, il y a eu plusieurs massacres. Entre autres, on se souvient du massacre perpétré à Diokwe. On se souvient également du massacre de Torogwe. On se souvient des victimes civiles et militaires qui ont été massacrées à Boakemem. Bref, des parfaits innocents morts à Abidjan même, des personnalités qui ont été éliminées sans que aucune enquête ne puisse établir les faits et les coupables. Bref, tout ce qui s'est passé de 2002 jusqu'en 2010 est passé sous silence, et pour l'oligarchie française et pour les médias, dans le cadre justement de cette manipulation psychologique, ont bien fait d'introduire dans l'inconscient collectif que la Côte d'Ivoire n'a connu sa crise qu'à partir de 2011. De fait, Laurent Gbagbo, on le sait, a été d'abord déporté dans le nord de la Côte d'Ivoire. Tiens, comme par hasard, ce nord-là, où on disait d'ailleurs qu'Alassane Ouattara était originaire et avait été victime du fait justement à la fois de son origine nordiste et de sa religion musulmane, alors que ces mêmes médias, encore une fois, ont passé sous silence le fait que l'épouse d'Alassane Dramane Ouattara, Dominique Ouattara, est finalement juive, et que Alassane Dramane Ouattara lui-même, là encore, il faut mettre un bémol. En termes de musulmans, ça laisse à désirer un tout petit peu. Mais bref, qu'à cela ne tienne, puisqu'il fallait qu'on se serve de la religion qui, comme qui dirait, est tout de même l'opium du peuple, présenter Alassane Ouattara comme une victime en tant que musulman était quand même la chose qui allait, encore une fois, mettre une couche, d'autant que le concept de l'ivoirité, selon ces mêmes mass médias et ces stratèges, avait été justement pensé pour plomber dans une certaine mesure Alassane Dramane Ouattara. Et donc, au final, résultat des courses, tout ce qu'on appelle la communauté internationale, mais qui en réalité n'est que la communauté des intérêts, c'est une communauté tentaculaire, c'est une sorte de toile dans laquelle il y a bien évidemment les gourous, mais également une toile qui vous envahit tellement elle est opaque et compacte. Et cette toile-là, qui de façon très abusive se fait appeler communauté internationale, aura fini par faire comprendre au monde entier que l'auteur de tous ces massacres, de cette descente aux enfers de la Côte d'Ivoire, n'est autre que Laurent Gbagbo et accessoirement les militaires loyalistes ivoiriens, si ce n'est les militaires républicains de la Côte d'Ivoire, que ces stratèges en manipulation
psychologiques ont appelé eh bien, les milices pro-Gbagbo. Et donc, Laurent Gbagbo, d'abord déporté dans le nord, puis à la CPI. On se croirait au final dans les années eh bien, de la colonisation où des déportations du genre se sont faites. On a connu celle de Béhanzin, du Dahomey, l'actuel Bénin, à la seule différence que Laurent Gbagbo, lui, aura été déporté en avion et probablement en costume cravate. Bref, Alassane Ouattara, donc, ainsi, était installé au pouvoir en 2011 sur les ruines d'un pays traumatisé. Eh bien, les massacres, les pleurs, les larmes, les désarrois, les démolitions de biens matériels des Ivoiriens eux-mêmes, tout cela est passé sous silence. Les seules victimes qui ont été reconnues par la communauté des intérêts, par la France et qui ont été indemnisées sont eh bien, les Français vivant sur le territoire ivoirien qui ont eu, comment dire, des dédommagements du fait de cette crise ivoirienne. Tiens, là encore, ça nous rappelle quelque chose. Hein. Souvenez-vous, eh bien, lorsqu'il y a eu la fin de l'esclavage pour des territoires tels que la Martinique, la Guyane, etc., eh bien, ceux qui ont été dédommagés ne sont pas ceux qui ont été esclavagisés, mais plutôt, eh bien, les esclavagistes eux-mêmes. Ce sont eux qui ont été dédommagés simplement parce que, bon, la métropole a considéré que ces marchands d'esclaves-là, n'ayant plus d'esclaves, cela leur faisait eh bien, une main-d'œuvre en moins et donc il fallait les dédommager. Et on a connu cela aussi avec Haïti. Lorsque Haïti a eu son indépendance, eh bien, ce pays a été sommé de payer, on va dire, une sorte d'amende à la France qui équivaut à des milliards et des milliards. Eh bien, cela aussi, pour finalement eh bien, être totalement indépendant, ce que Haïti n'est pas jusqu'au moment où je vous parle, d'autant qu'il y a encore quelques jours en arrière, Emmanuel Macron lui-même s'est permis eh bien, de traiter les dirigeants haïtiens de cons, de trop cons. Voilà, ainsi donc va le monde. Et puis le démocrate Alassane Dramane Ouattara, celui pour qui on a entendu tout et son contraire, celui dont un certain Nicolas Sarkozy ne tarit pas d'éloges, celui qui est présenté comme, comment dire, un démocrate chevronné par Emmanuel Macron et son ancien ministre Jean-Yves Le Drian. J'ouvre une parenthèse, d'autant que ces deux-là, justement, ont repris à leur compte un narratif visant à expliquer aux Ivoiriens eh bien, que si Alassane Ouattara, au-delà eh bien, des 2 mandats qu'il devait faire selon la constitution ivoirienne, briguait un 3e mandat, ce n'était surtout pas sa faute. Il ne fallait pas l'assimiler à une forme de violation de la constitution ivoirienne, mais simplement par un cas de force majeure, d'autant eh bien, que son Premier ministre, désigné par lui-même, était décédé et que pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et de la région, Alassane Ouattara n'avait pas le choix. Il était bien obligé de se présenter un tout petit peu comme si, eh bien, pour l'oligarchie française, soit les Ivoiriens sont tellement naïfs, voire idiots, qu'ils ne comprendraient absolument rien, ou alors que finalement la Côte d'Ivoire est certainement un empire ou peut-être un royaume, et que dans ce cas-là, eh bien, le président de la République peut désigner un dauphin et qu'il peut être sûr sur la base de cette désignation que ce dauphin-là remporte les élections et qu'il poursuive la politique édictée par le président lui-même. Mais dans une démocratie, évidemment, on ne pourrait pas
comprendre, les Français ne pourraient pas comprendre qu'Emmanuel Macron désigne un dauphin et que la suite du décès de ce dauphin-là, eh bien que Emmanuel Macron décide de briguer un troisième mandat en France contre la lettre et l'esprit de la Constitution française, simplement pour une question de stabilité et de sécurité de la France. Ça ne passerait pas. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ça a été imposé et amplifié par les mêmes masses médias. Alors, le paradoxe, évidemment, pour cette Afrique dite francophone, c'est justement de voir des populations qui, encore une fois, vont souscrire à des abonnements sur des bouquets pour regarder des chaînes de télévision qui les assomment avec des poisons à longueur de journée, un peu comme si vous deviez payer de l'argent pour vous faire infantiliser, insulter. En fait, vous dépensez, vous payez pour que vous puissiez consommer du poison. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors, tous ces médias-là sont présents. Alors, les médias, on les connaît, hein, on ne va pas se le cacher. RFI qui a pignon sur rue, France 24, TV5 Monde, et les Africains, ça c'est une question que je me pose. Je me demande si parfois ils arrivent à se demander, à se poser cette question-là, à savoir bien pourquoi la France, malgré ses problèmes économiques, avec une dette exponentielle, des problèmes politiques que vous connaissez tous certainement, eh bien pourquoi la France doit investir autant d'argent dans des médias pour arroser entre autres le continent africain à longueur de journée. Dans quel intérêt? Dans celui des Africains? Je ne crois absolument pas. Eh bien, il faut se réveiller, chers Africains, parce qu'encore une fois, si vous pensez que ces médias sont là pour justement montrer le bon côté de l'Afrique et vous montrer finalement les stratégies pouvant vous permettre de vous développer, vous avez tout faux. Nous sommes là en plein dans la manipulation psychologique qui vise, entre autres, alors je vais juste vous donner une petite idée, hein, parlant de manipulation psychologique. Alors, c'est une méthode délibérément mise en œuvre dans le but de contrôler ou influencer la pensée, les choix. Alors, on parle de la pensée, les choix, les actions d'une personne ou d'un groupe de personnes via un rapport de pouvoir ou d'influence. Alors évidemment, parlant de manipulation, on peut avoir la contrainte, la dissonance cognitive, la corruption, l'emprise psychologique, le mensonge, le harcèlement, la culpabilisation, la diversion, la propagande, la séduction, la triangulation, l'endoctrinement, le chantage émotionnel, la tromperie, la victimisation, le lavage de cerveau, la perversion, l'abus, la désinformation, le contrôle coercitif et finalement l'abus émotionnel. Ce sont entre autres des méthodes qui permettent de maintenir justement un individu, voire un groupe d'individus, à un certain stade mental, un stade psychologique, pour ne pas que celui-ci, justement, s'éveille, s'élève et entre en révolution. Voilà, c'est une stratégie qui est bien connue et cette stratégie-là, elle est appliquée en Afrique depuis des décennies. Du coup, le résultat de cette manipulation psychologique sur les Africains, c'est que paradoxalement, un continent immensement riche, avec une population qui est majoritairement jeune, des bras valides, avec des intellectuels, des technocrates, bref, un continent qui est certainement le continent le plus riche de la planète, ces stratèges de la manipulation psychologique sont parvenus à faire croire aux Africains, contrairement à eux, qu'ils sont pauvres.
C'est-à-dire que, comment vous pouvez comprendre que 15 pays dits francophones qui sont immensement riches ont des populations et même des élites qui croient encore que, eh bien, sans la France, ils ne peuvent pas s'en sortir, qui croient que, eh bien, il faut que lorsqu'ils ont des problèmes en interne, qu'ils doivent se rendre en France pour des négociations, des discussions, des tables rondes. Il faut qu'ils aient l'aide publique au développement de la part de la France. Il faut qu'ils appliquent à la lettre les méthodes édictées par la France. Voilà. Et au final, l'autre conséquence, c'est de voir quand même que tous les jours, il y a une vague de jeunes, de femmes, parfois enceintes, parfois avec des enfants à bas âge, de bras valides, qui arpentent eh bien, les déserts et qui fendillent les océans pour débarquer finalement en France. Là aussi, ça procède de la manipulation psychologique, à savoir que, eh bien, pour ces individus-là, ils n'ont plus rien à attendre de leur pays d'origine. Ils chantent, dansent et finalement prient sur des richesses entières, et il n'y a que la France qui peut les sauver. Bref, nous avons tenté aujourd'hui de vous présenter eh bien, ces deux méthodes-là, à savoir la manipulation psychologique et le rôle de Félix Houphouët-Boigny, encore une fois pour alerter sur les élections à venir de 2025. Qu'en sera-t-il? Combien de morts faudra-t-il avant que les Ivoiriens opèrent une véritable révolution? Bref, on n'en sait trop rien, mais on compte sur vous, bien évidemment, à travers vos commentaires pour nous faire une petite idée. Salut!